Tout au bout de la presqu'île de Tayarapu, des pontons sur pilotis indiquent aux voyageurs que, contrairement aux apparences, cette partie excentrée de Tahiti n'est pas tout à fait déserte. En prolongement des quelques habitations perdues dans la végétation, ces quais permettent aux gens d'ici d'accoster avec leurs bateaux, leur seul lien avec le reste du monde. Est-ce l'absence de route ou la nature plantureuse? Une atmosphère étrange et particulière émane de cette côte. En saison des pluies, c'est vrai qu'on doit s'y sentir esseulé. En ce mois de mai, avec davantage d'éclaircies, nulle impression d'ennui. Cette partie de Tahiti serait le territoire de prédilection de ceux que l'on appelle les hommes nature. Un endroit où l'on pourrait vivre joyeusement en autarcie et en harmonie. Vers l'ouest, sur la route de la Grande Île, un peu plus en direction des Passes, l'océan se fait subitement plus bruyant. Ici, il existe un site qui fait rêver les surfeurs du monde entier. C'est Tiopo. Tiopo est sa vague de légende. Une vague parmi les plus hautes, les plus longues et les plus difficiles de la planète. À Tiopo, comme partout autour de Tahiti, il n'y a ni marée basse ni marée haute. Au pied des montagnes, c'est le très court et très abrupt plateau qui d'un coup lève la houle océanique. Un coup de vent et des milliers de kilomètres dans le Pacifique, et c'est tous les surfeurs de la région qui déferlent à Tiopo. Mais quand la vague retombe, le surfeur curieux et courageux peut se retourner vers les montagnes et se dire qu'il ne serait pas idiot un jour d'aller se frotter aux éléments, dans l'intérieur des terres. Mal lui en prendrait. Bien souvent dissimulé dans les nuages, bien plus qu'arrosé par des pluies diluviennes, voici les pics de la presqu'île de Tayarapu, étrangeté géologique. Tant par la pente que par la végétation, ces monolithes nés de l'activité volcanique sont quasi inaccessibles. Même les espèces animales semblent s'y faire rares. Au pied de cette lune, version polynésienne, on retrouve le bord de mer, la civilisation et finalement de grands espaces plats et praticables où l'homme peut reprendre des activités normales, l'agriculture et l'élevage. Voici la petite Normandie. La Normandie a plus de 17 000 km de Lisieux et de Carentan. C'est le grenier de la Polynésie. Herbe verte et grasse, proximité de la mer, rien ne distingue cette Normandie de la vraie sinon les vaches, qui fuient le soleil ardent et préfèrent ruminer à l'ombre. Réunie par un isthme, Tahiti compte 2 îles. La presqu'île de Tayarapu, la plus sauvage qui s'éloigne là-bas, dans le lointain, et Tahiti Nui, la grande île de Tahiti, la plus peuplée des îles de toute la Polynésie française.
Une route côtière très fréquentée longe toute l'île. On s'y repère au nom des villages, mais grâce aussi aux fameux PK, les points kilométriques, numérotés de 0 à 60 d'ouest en est. Plus petit est le chiffre du PK, plus dense est la population. Près de PK 15, nous voici quasiment en ville, dans la banlieue de Papeete, la capitale. 260 000 habitants peuplent la Polynésie et les 3/4 vivent ici. Des plages de sable blanc succèdent maintenant aux plages de sable noir. Et à quelques dizaines de mètres du lagon, des résidences de standing font oublier les maisons sur pilotis de la presqu'île. Certainement que les subsides venus de la métropole y sont pour quelque chose. Certainement aussi que les essais nucléaires de l'armée française à Mururoa ont davantage rapporté à l'économie locale qu'à la santé de la population. Pour retrouver de l'air et de l'espace, échapper à cette grande densité urbaine, il reste également à Tahiti une alternative: prendre de la hauteur. À vol d'oiseau, à quelques minutes de la mer, il y a le Diadème, 13 121 mètres d'altitude. Dans le nord-ouest de l'île, il y a le mont Oroena, 2241 mètres, plus haut mont de Polynésie française. Pour revenir de ces Alpes polynésiennes, il suffit de suivre le tracé des vallées. La descente est vertigineuse. Et en bas de la pente, on retrouve Papeete. PK 10, c'est la Marina Taina, où font escale de jolis yachts. PK 5, c'est Phare et son aéroport international. À l'arrivée, les passagers en provenance d'Europe n'ont Dieu que pour le lagon, et on les comprend. Mais combien s'imaginent que la piste d'atterrissage longe l'un des plus grands bidonvilles de Polynésie? Sorti du port de Papeete, on retrouve un voilier en partance pour les îles Fidji, un de ces grands navires de propriétaires qui discrètement tout au long de l'année fréquentent les eaux polynésiennes. Cet après-midi, c'est le fameux Endeavour qui nous montre la route à suivre pour rejoindre l'île sœur de Tahiti à seulement 17 km, l'île de Moorea. À Moorea, on est toujours dans les îles du vent, mais l'impression reste tenace de changer à chaque fois de décor. Des vallées, mais aussi de longues baies, celles de Cook et d'Opunohu, qui nous entraînent dans les hauteurs, au-dessus des champs d'ananas vers les montagnes. Les monts de Moorea sont comme l'emblème d'un pays. Ce pic figure d'ailleurs au dos des pièces de la monnaie locale, le franc pacifique. Il existe aussi la montagne percée, que les vaillants montagnards s'en vont rejoindre après de très longues et chaudes heures de marche. Bon courage tout de même. Le week-end, c'est-à-dire ici dès le vendredi midi, beaucoup d'habitants de Papeete quittent la ville, ses bruits et ses contraintes pour rejoindre le lagon de Moorea. C'est sûr, à Moorea, on peut se croire en vacances toute l'année. Les croisiéristes ne s'y trompent pas. Pas une semaine sans qu'un paquebot mouille l'ancre près de Papetoai.
Et comme partout en Polynésie, beaucoup d'hôtels. Trop. Le club méditerranéen de Moorea, fermé depuis des années, est en ruine. Il est un peu plus de 18 heures. Tout au bout de l'île de Tahiti, le grand phare de la pointe Vénus n'a toujours pas allumé sa lanterne. Sur la plage, deux jeunes Tahitiens jouent au foot, rêvant peut-être d'un destin digne d'un Vairua, l'un des rares joueurs professionnels polynésiens du championnat de France. Au fait, la France, la métropole, et bien subitement, elle nous paraît immensément loin, à des années-lumière de la nonchalance de ces deux femmes et de ces enfants. L'entraînement se finit pour les piroguiers, dont le rêve, eux, est de devenir champions de Polynésie. Samedi soir, le port de Papeete. Les quais vont se remplir doucement près des roulottes, où l'on peut manger jusqu'à tard dans la nuit. Surtout s'il y a un spectacle place Vaiete. Pour beaucoup de Polynésiens, Papeete est un mirage, une abstraction. Toutes ces rues, tous ces boulevards, toutes ces routes, tout ce monde. Le choc est trop brutal. Certains n'y résistent pas et font demi-tour. La nuit est déjà tombée sur Tahiti. Seules les montagnes de Moorea se distinguent dans le couchant. Le vent du sud souffle sur les cocoteraies ébouriffées par les rafales. Il est 6 heures du matin, le jour peine à se lever. Brume et crachin, une infinie variété de gris noie Fakarava dans un ciel de Toussaint. On se verrait bien en Europe du Nord. Mais ici aussi, le temps peut changer très vite. La dépression tropicale est passée. Cette Polynésie devient plus conforme à l'idée que l'on s'en faisait. Quoique, cette immensité, ces pointillés de terre perdus dans l'océan déroutent, effraient peut-être. Les Tuamotu, ou le monde des atolls, 84 îles basses, des cercles et des couronnes de corail au cœur du Pacifique au nord de Tahiti. Si une île peut se définir comme une terre entourée d'eau, un atoll, paradoxalement, serait de l'eau entourée de terre. Au Tuamotu, le plus grand de tous les atolls, c'est Rangiroa. Infinie variété de bleu et de vert. Il est midi, le soleil est au zénith. 28 degrés et une légère brise souffle sur le lagon bleu. Quelques promeneurs viennent saluer un banc de requins apparemment peu perturbé par la température de la mer. Dans une trentaine de centimètres d'eau,
elle peut atteindre les 40 degrés et priver d'oxygène la faune animale qui préfère alors nager dans les plus grandes profondeurs du lagon. Là où c'est tout bleu. Un atoll, c'est comme un long trait qui s'étire à fleur d'eau le long de l'océan. Rangiroa, le grand ciel, est un rectangle d'environ 80 km de long sur 30, dans sa plus grande largeur. L'atoll est un monde fermé, sauf près des passes, là où le lagon et l'océan communiquent. Cette brèche ouverte dans le cordon de corail est la porte d'entrée et de sortie de toute la faune aquatique. 2 fois par jour, avec les marées, le lagon se vide puis se remplit. C'est aussi autour de ces passes que l'homme généralement s'est établi. À Rangiroa, l'atoll le plus peuplé de l'archipel des Tuamotu, il y a 2 passes principales et donc 2 villages, Avatoru et Tiputa. Une route longue de 12 km les relie, la seule de l'atoll. Collège, lycée, scolarisent les enfants qui viennent d'îles parfois si lointaines qu'ils ne rentrent chez eux que quelques fois par an. Dans la rue principale d'Avatoru, un drapeau rappelle les désirs d'émancipation d'une partie de la population de Polynésie française. Bleu et blanc, les couleurs des indépendantistes. Est-ce un symbole de l'attachement à la République ? On cultive des vignes et on produit du vin à Rangiroa. Cet après-midi, ce sont les vendanges. Dans cette Mecque de la plongée sous-marine, même le foot aurait ses adeptes. Les 2 principaux villages s'opposent à longueur d'année sur le terrain que les dépressions tropicales arrosent copieusement. Ainsi va la vie entre les 2 passes. Nous quittons Rangiroa, et donc la civilisation pour cet insaisissable monde des atolls. Impression d'aller d'une vacuité à l'autre. Certains disent qu'il n'y a rien à voir sur un atoll, qu'ennui et isolement y rendent la vie difficile. Sans doute pas tant que cela, puisque bien peu de ces îles ont été désertées par les habitants, en dépit des risques de cyclones. Le dernier cyclone au Tuamotu remonte à 1983, quand ici, Arutua a été balayé par un raz-de-marée. Depuis, dans le village reconstruit, il existe des abris anticyclones. Dans les fermes perlières, plus que les cyclones, c'est la qualité et la température de l'eau que l'on surveille. Au milieu de l'océan, vivant en quasi-autarcie, des Polynésiens plongent à longueur de journée. Et quand le temps de la récolte vient, c'est encore plus de travail et de stress dans les cabanes en bois. Encore plus d'huîtres à ouvrir, encore plus de grosses perles rouges, les bouées des éleveurs de minuscules perles noires.
La perle rend fou, dit-on ici. Elle rend fou parce que depuis une vingtaine d'années, elle fait brasser beaucoup d'argent. À Pataki, Kaukura, Niao, là, 500 habitants. Ici, une centaine. Ailleurs, quelques dizaines, éparpillés sur cet espace de solitude où la mer donne tout. Il restera toujours les passes où, pour se servir en poisson, il suffit de jeter une ligne à l'eau. Illusion alors d'une vie de Robinson où l'on pourrait vivre de poissons et de lait de coco, mais branché en ADSL avec le reste du monde. Après la perle noire et le tourisme, Internet gagne les Tuamotu et l'on peut éventuellement s'y sentir moins seul. Des groupes électrogènes, ou mieux des panneaux solaires, fournissent l'énergie. Quant à l'eau douce, le gouvernement aide à l'achat de ces citernes noires où l'on recueille l'eau de pluie. Dans ce paysage énigmatique et fragile, une île fait bande à part. Ici, pas d'alternance de chenaux et de motus, pas d'infinie variété de bleus qui se perdent dans l'horizon, mais des falaises et une masse verte solidement posée au-dessus de l'océan. C'est Makatea, l'île du troisième type en Polynésie, parce que ni en forme d'atoll, ni montagneuse. Elle semble déserte, mais elle a compté jusqu'à 3500 habitants. Aujourd'hui, ils sont 10 fois moins, coupés de tout. Difficile à approvisionner en carburant, Makatea est l'une des rares îles de Polynésie dotée d'une centrale solaire pour fournir l'électricité à sa population. Une piste entretenue nous dirige vers le centre de l'île, où il y a une quarantaine d'années encore battait son cœur. Les mines de phosphate. Chacun avait son trou. Des hommes venus du monde entier creusaient pour exploiter le gisement. Jusqu'à plusieurs mètres de profondeur. Cachée sous la végétation, il y a même encore une voie ferrée, la seule de toute la Polynésie française. Elle menait des milliers de tonnes de phosphate au port où venaient accoster des cargos. Encore quelques années, encore quelques millions de vagues et il ne restera plus rien de ces pontons. On s'écarte de Makatea, décidément unique dans le paysage des Tuamotu, les îles du Grand Large. En vue de Fakarava, on se demande comment il est possible de vivre juste sur un trait. Il y a bien une route, goudronnée en l'honneur d'un président de la République qui n'est finalement jamais venu. Mais elle ne fait que quelques kilomètres. Ici, pour se déplacer, il y a surtout des bateaux.
On cherche en vain des points de repère. On trouve une sorte de tour, une pyramide édifiée. Pourquoi? Par qui? « 17h30, il faut vite rentrer avant la nuit. » Il est des légendes tenaces au Tuamotu, comme ces histoires de fantômes qui apparaissent quand le soleil se couche. On se souvient, au début du XXe siècle, les Tuamotu s'appelaient encore les Pomutu. La syllabe « toi » voulant dire large, grand. La syllabe « po », quelque chose comme sombre, nocturne. Malgré les efforts des missionnaires, de lointaines croyances habitent encore ces terres. Des esprits qui feraient la pluie et le beau temps. Comme si ces îles n'étaient pas déjà assez mystérieuses.